Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons parler des objets dynamiques. Alors un objet dynamique, dans Photoshop, c'est quoi? Alors le mieux pour vous montrer ce que c'est à travers un exemple très simple. Voilà, j'ai une photo des Cabornes qui a été prise à Saint-Didier au Mont-d'Or. Je vais dupliquer le calque d'arrière-plan par CTRL-J. Et là, je souhaite appliquer un effet de joue, par exemple. Donc, je vais dans Filtre, Flou, Flou gaussien. Puis là, j'y vais peut-être un petit peu fortement, pour bien montrer qu'on a appliqué un flou. Voilà. Je vais travailler, puis au bout d'un moment, je vais m'apercevoir que ce flou n'est pas bon. Donc là, je suis bien embêté, parce que je suis obligé de supprimer mon calque et d'en créer un nouveau, si je veux modifier le flou. On est bien d'accord. Alors, je supprime mon calque. J'en crée un nouveau. Ça veut dire que je suis obligé de tout recommencer. Donc, c'est pas pratique. Alors, flou gaussien. Voilà, je le diminue pour qu'il soit moins fort. Et voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, Photoshop travaille en mode pixel. Alors, le mode pixel, c'est quoi? Eh bien, ce sont des pixels qui composent votre image. Alors, je vais la grossir fortement qu'on arrive à les voir. Vous voyez, ces pixels, bon là, c'est une image qui a été prise avec un plein format, donc il y a pas mal de pixels. Ces pixels, on les voit ici, sont répartis sur une grille de pixels. Et tous ces pixels, ça compose votre image. Alors, l'avantage du mode pixel, c'est qu'on peut faire plein de choses dessus, mais on peut pas tout faire. Alors sont arrivés les objets dynamiques, qui eux ne travaillent pas en mode pixel, mais travaillent en mode vectoriel. Alors je vais vous montrer, je vais convertir mon calque en objet dynamique. Je fais un clic droit, convertir en objet dynamique. Il calcule. Pourquoi c'est un petit peu long? Parce qu'il transforme mon image en une image calculée en mode vectoriel. Et puis là, je vais appliquer mon flou. Alors, filtre, flou, on saura le faire par corps après, flou gaussien, et puis là j'y vais fortement, voilà, et mon flou a été appliqué, mais un peu différemment. Vous voyez qu'il a généré un libellé flou gaussien, avec un œil à côté. Si je clique sur l'œil, mon flou disparaît. D'accord? Si je clique sur l'œil du masque de fusion, c'est pareil, le flou disparaît. Donc je peux le masquer, ou bien le voir. Et si je clique sur le libellé, si je double-clique sur le libellé, attention, je peux modifier mon flou. Je peux revenir sur les réglages. Voilà qui est intéressant. Et là, je modifie mon flou. Donc vous voyez l'intérêt de l'objet dynamique, c'est au moins cela. On peut revenir sur un réglage ou plusieurs réglages, car bien évidemment, on peut entasser des filtres dynamiques sur le même calque. Alors, on peut également aussi supprimer le filtre dynamique. Si je veux supprimer flou gaussien, il me suffit de faire un clic droit sur le libellé flou gaussien et de cliquer sur supprimer le filtre dynamique. Vous voyez, c'est d'une grande souplesse. Alors, par contre, si je veux peindre avec le pinceau, on va prendre noir et blanc, voilà. Si j'essaye de peindre sur un objet dynamique, qu'est-ce qui se passe? Il refuse car il lui faut un calque pixelisé. Donc beaucoup d'outils ne fonctionnent pas sur des objets dynamiques. C'est le cas du tampon, c'est le cas des pinceaux, c'est le cas des outils pièces, c'est le cas de beaucoup d'outils qui se trouvent sur la gauche. Donc cela veut dire qu'il faudra organiser votre travail en conséquence.
Alors là, il a pixelisé mon calque parce que j'ai fait OK, j'aurais pas dû, je reconvertis en objet dynamique. Voilà, clic droit, convertir en objet dynamique. Sur un objet dynamique, on peut appliquer tous les filtres qu'on trouve dans le menu filtre, absolument tous. Ces filtres qui sont destructifs, si on les applique à même un calque, deviennent sur un objet dynamique des filtres non destructifs. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut appliquer un filtre de type caméra raw. Voilà, donc je l'applique, et là qu'est-ce qui va se passer? Eh bien Photoshop lance caméra raw. Alors caméra raw, c'est le module développement de Lightroom également. Donc vous retrouvez, sous une présentation différente, toutes les fonctionnalités que vous avez dans le module développement de Lightroom. Alors voilà qui est intéressant, parce que ça nous ajoute plein de fonctionnalités supplémentaires dans Photoshop. Alors ce que je pourrais par exemple faire, puisque je suis dessus, c'est donner un virage partiel à ma photo. Alors pour ce faire, il n'y a rien de mieux que Lightroom, que le module développement caméra raw. Pourquoi? Parce qu'il a un nouvel outil de virage partiel qui s'appelle en anglais le color grading, étalonnage des couleurs en français dans Photoshop. Et là, ça va permettre de faire magnifiquement un virage partiel et de manière très précise. Alors pour ceux qui ne savent pas, je répète qu'un virage partiel, ça consiste à donner une teinte aux ombres et une teinte différente. En général, on prend la couleur complémentaire au ton clair. Et là, on peut même agir sur les tons moyens aussi. Alors on va le faire, vous allez voir. Donc sur les tons foncés, je vais mettre un bleu, par exemple. Voilà. Alors, on va le désaturer un peu, comme ceci. Voilà. Et ça me permet de régler ce curseur qui est en bas. Ça me permet de régler la luminosité. On va le laisser au milieu, là. Pour les tons clairs, je vais mettre la couleur complémentaire qui est le jaune. Voilà, vous voyez, ça fait même pas mal sur cette image. Je vais laisser assez saturé. Je touche pas la luminosité. Avec le curseur fusion, je règle ma zone de transition, en fait, entre les tons clairs et les tons foncés. Je la fais plus ou moins nette. Là, je veux pas, plus ou moins grande, tout du moins. Là, je veux pas le toucher, c'est pas mal. Et la balance, ça me permet d'équilibrer mes tons clairs et mes tons foncés. Est-ce que je donne la priorité aux tons foncés, ou bien est-ce que je donne la priorité aux tons clairs? Je vais peut-être aller un petit peu sur les tons clairs, voilà. Je fais OK. Et vous voyez, le filtre dynamique a été appliqué. Filtre caméra raw. Si je double-clique dessus, ça prend un petit peu de temps pour calculer, c'est normal. Et voilà, je retrouve exactement les réglages que j'avais donnés et je peux les modifier à tout moment. Alors je vais nommer ce calque, là c'est pas bien de laisser des calques non nommés. Je vais l'appeler objet dynamique. Voilà. Alors ce que je pourrais faire, alors je peux également appliquer des calques de réglage sur un objet dynamique. Je vais faire par exemple un calque de niveau sur mon objet dynamique. Les niveaux sont bien équilibrés, mais c'est pour l'exemple. Voilà, je resserre un peu les niveaux, je joue un petit peu sur le gamma. Voilà, ça sert pas à grand chose, mais c'est pour vous montrer. Vous commencez à comprendre la puissance de la chose, la puissance des objets dynamiques. C'est d'une souplesse étonnante. Et ça facilite le travail en mode non destructif. Là, on n'a plus de limite sur le travail non destructif, ce qui n'était pas le cas avant la création des objets dynamiques. Alors, puisqu'on parle de caméra raw, on peut, depuis Lightroom,
Créer un objet dynamique dans Photoshop. Voilà une possibilité fort intéressante. Je vais vous montrer. Alors je vais dans Lightroom, voilà. Je suis sur ma photo actuelle. Je vais prendre une autre photo, par exemple celle-ci. J'ai fait mon développement dessus, elle est complètement développée. Je vais faire des petites retouches dans Photoshop. Je peux faire un clic droit sur la photo, modifier dans, et là je peux l'ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop. Voilà, c'est un petit peu long, donc j'ai coupé la partie d'attente. Voilà, il est arrivé dans Photoshop. Vous voyez, il a créé un nouveau document avec le nom de ma photo. Là, je vais faire CTRL 0 pour la mettre à la taille de l'écran. Et là, vous voyez, il a le petit icône en bas à droite du calque qui m'indique que c'est un objet dynamique. Mais c'était un objet dynamique un peu particulier. Il est de type caméra raw. Si je double-clique sur la photo, eh bien, je vais pouvoir revenir sur les paramètres de développement sans aucun problème. Mais là, on revient dans Caméra Raw. C'est exactement pareil que le module développement de Lightroom. Et on peut revenir sur des paramètres de développement, si on considère que ça mérite d'autres réglages ou des modifications. Voilà, par exemple, je décide de modifier quelques réglages de base, je peux le faire sans problème. Quand j'ai terminé, je clique sur OK. Et voilà, donc mes modifications seront prises en compte. Intéressant, le monde des objets dynamiques. Il y a plein de possibilités, on les oublie souvent, donc c'est pas plus mal qu'on se rafraîchisse un peu la mémoire de temps en temps. Alors, autre possibilité intéressante des objets dynamiques, c'est la notion de copier. Là, j'ai mon objet dynamique de type caméra raw. Si je fais CTRL-J sur ce calque, que se passe-t-il? Eh bien, il copie mon calque, il le duplique, mais en gardant les propriétés d'objet dynamique. En fait, maintenant, les objets dynamiques, les deux calques, se trouvent associés. Tout ce que je vais faire sur l'un va être répercuté sur l'autre. Je vous le démontre. Sur la copie, je vais appliquer un filtre. Alors, pour que ce soit visible, je vais recommencer avec mon flou gaussien. Décidément, j'adore. Voilà, je vais le faire très léger. Voilà, un très léger flou. Voilà. J'ai donc un calque normal et un calque flou. Je m'aperçois que ce serait peut-être sympa que cette photo soit en noir et blanc. Alors, je retourne dans Caméra Raw, en double-cliquant sur le calque du bas. Je vous rappelle qu'il est associé à Caméra Raw. Voilà. Et maintenant, je vais passer mon image en noir et blanc. Donc c'est simple, il suffit de cliquer sur l'icône noir et blanc, enfin sur le bouton noir et blanc de Caméra Raw. Et une fois que l'image est passée en noir et blanc, je clique sur le bouton OK pour retourner dans mon montage. Alors vous allez voir le résultat, il faut que Photoshop calcule l'image. Voilà, elle est passée en noir et blanc sur le calque du bas, mais elle est également passée en noir et blanc sur le calque du haut. Vous voyez, si je cache plutôt l'effet de flou, j'ai strictement la même image en haut et en bas. Voilà quelque chose qui est intéressant. Ça veut dire qu'on peut associer des calques intimement à travers les objets dynamiques. Alors, autre intérêt des objets dynamiques, c'est le redimensionnement. Alors, ce que je vais faire là, je vais revenir en arrière. On va revenir carrément sur le premier calque. Voilà. Ce calque, je vais le passer en mode pixel. Donc, je clique droit, pixeliser le calque. Voilà. Et ce calque, je m'aperçois qu'il faut, pour mon montage, réduire l'image. Donc, je fais CTRL-T. Je prends
par la poignée du haut pour que ce soit proportionnel, et je réduis considérablement mon image. Je valide, et puis au bout d'un moment, je m'aperçois que c'est pas terrible, donc je veux la redimensionner comme elle était auparavant. Qu'à cela ne tienne, je fais CTRL-T, je prends la poignée de côté, et je redimensionne mon image comme avant. Mais alors là, c'est une catastrophe. On voit tous les pixels. Elle est complètement pixelisée. Pourquoi? Parce qu'en mode pixel, j'ai perdu considérablement des pixels en réduisant mon image, et les pixels perdus ne se rattrapent jamais, si je puis dire. Et quand j'ai voulu agrandir cette image réduite, en fait, il m'a grossi les pixels, il ne pouvait pas en réinventer d'autres. Alors, comment pallier à ce problème? L'objet dynamique, toujours. Donc là, je reviens au début. Voilà. Ce calque, je le transforme en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà, il le calcule. Et maintenant, je vais faire la même manipulation que tout à l'heure. CTRL-T. Je réduis considérablement mon image, à peu près comme tout à l'heure. Voilà, je valide. Bon, on constate qu'elle est toujours nickel. Et maintenant, je vais la réagrandir. Que va-t-il se passer? Suspense. CTRL-T. Je réagrandis mon image. Et là, c'est nickel. Je retrouve exactement tous mes pixels. Pourquoi? Parce que je suis en mode vectoriel. Une image vectorielle ne se dégrade jamais. Je peux même l'agrandir plus qu'elle ne l'était au départ. Je n'aurai aucune perte de qualité. Gros intérêt des objets dynamiques. Alors, pour finir, il existe deux types d'objets dynamiques. On peut importer des objets dynamiques et les incorporer. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on va importer une image externe et on va l'incorporer dans notre montage en tant qu'objet dynamique. Et puis, plus intéressant, il y a la notion d'importer et lier. Alors là, on va importer un fichier externe et le lier intimement à notre montage. Alors, on va faire un exemple sur ce dernier cas. Vous allez voir que ça peut être très intéressant. Alors, j'ai travaillé mon image, ici, toujours la même, et je suis content, j'aimerais bien y apposer ma signature. Pourquoi pas? Alors là, je vais prendre l'outil texte, tout simplement. Je vais prendre une fonte que j'aime beaucoup, une fonte qui est en script, qui s'appelle Philips Muller, ça doit être le nom du créateur de cette police de caractères, Philips Muller Signature. Alors ça, c'est une police que j'ai trouvée sur Datafont. Je vous recommande ce site, vous y trouverez des milliers de polices gratuites. Voilà, donc en mode régular, je vais la laisser à 60 points par pouce pour le moment, et je vais voir ce que ça donne. Voilà, donc je tape mon nom, c'est mieux pour une signature. Voilà. Ça rend pas mal, j'aime beaucoup cette police de caractère en fait. Je valide. Voilà, et là je vais prendre l'outil de déplacement pour la positionner correctement dans ma photo. Voilà, sur fond blanc, c'est pas mal. Bon, je pourrais la faire plus petite, je vais la laisser comme ça pour le moment. Je trouve cette signature intéressante, ça me plaît bien. J'ai bien envie de la réutiliser sur d'autres photos. Alors là, vous allez voir tout l'intérêt de la liaison d'objets dynamiques avec un fichier externe. Je vais transformer mon calque texte en objet dynamique. Clic droit et convertir en objet dynamique. Il y a tellement d'options que je l'avais perdu. Voilà, c'est devenu un objet dynamique et vous voyez, il me l'a mis sur un fond transparent. C'est tout à fait ce que je veux. Maintenant, si je double-clique sur ce nouvel objet dynamique, qu'est-ce qui se passe?
Et bien vous voyez, il m'a créé un fichier, un nouveau fichier, de type .psb. Alors les PSB, ce sont des fichiers Photoshop toujours, mais qui peuvent supporter des gros volumes. Et Photoshop a l'habitude de mettre des objets dynamiques externes en extension .psb. Voilà. Donc là, c'est intéressant, j'ai un nouveau fichier. Du fait que je suis parti de ma photo, il est déjà intimement lié à ma photo. Voilà, cet objet dynamique, ce fichier dynamique, même plutôt maintenant, je vais le parfaire, car j'aimerais bien l'utiliser sur d'autres photos. Mais sur d'autres photos, ce ne sera pas forcément pertinent qu'il soit en blanc. Alors je vais faire une version noire également. Alors, regardez comment je vais procéder. Je vais rajouter un calque au-dessus de mon calque texte. Je vais prendre un calque de réglage de type négatif, qui s'appelle maintenant inversé. Si je fais un négatif d'un texte blanc, ça devient un texte noir. Voilà. Et je vais faire deux versions de mon fichier. Mais je ne vais pas faire deux fichiers. Je vais recourir à une petite astuce. Pour ce faire, je vais ouvrir la fenêtre qui s'appelle composition de calque. Alors, on aura peut-être l'occasion dans d'autres vidéos de détailler cette fonctionnalité de composition de calque. Pour le moment, je vais faire deux versions de mon fichier, avec deux états plutôt de mon fichier, avec une visibilité différente. Donc je vais faire la version noire, j'appuie sur l'icône plus. Vous voyez, c'est l'option visibilité qui est cochée, et je vais l'appeler noir. Donc signature noire. OK. Je cache maintenant la signature noire, donc elle devient blanc. J'ajoute une nouvelle visibilité, et je vais l'appeler blanche. Voilà. J'enregistre mon fichier tel quel, donc CTRL S pour enregistrer mon fichier, et si je reviens dans ma composition, dans ma photo, donc le fichier existe toujours, mais là, si je regarde dans les propriétés du calque de la signature, je vois mes deux états du document possibles. Et si je clique sur noir, ma signature devient noire. Voilà qui devient intéressant. Alors, comment appliquer cette signature sur une autre photo? Alors là, j'ai ouvert une autre photo. Voilà, celle-ci. Et là, je veux apposer ma signature. Et bien là, rien de plus simple. Je vais dans Fichier, Importer et lier. Et là, je vais rechercher mon PSB qui contient ma signature. Voilà. Voilà. Là, ma signature est un peu trop grosse. Je vais la réduire. Voilà. Je valide. Je prends l'outil de déplacement et je la positionne en bas. Mais alors là, je suis sur un fond noir, donc on ne la voit pas. Qu'à cela ne tienne, je vais dans les propriétés de mon calque, et là, je vais la passer dans l'état blanche. Voilà, elle est encore un petit peu grosse. Je vais la réduire encore un peu. Voilà. Alors moi qui n'aime pas avoir mon nom sur les photos, là je suis servi. Mais c'est pour l'information. Voilà, donc vous voyez, c'est assez simple. Alors maintenant, imaginez que je fasse des modifications dans ma signature. Je m'aperçois que ce serait mieux de changer de couleur, de changer de police, ou bien toute autre chose. Donc je vais faire la modification dans le fichier PSB. Alors là, je vais peut-être changer la couleur pour la démonstration. Je prends l'outil texte.
Et je vais passer la signature en rouge. C'est pas beau, mais c'est pour que ça se voit. Voilà. Je valide mon texte. Que s'est-il passé dans mes documents? Mais avant d'aller voir les documents, il faut que j'enregistre mon fichier. Alors attention, c'est important, quelquefois on oublie de le faire. Donc je l'ai fait par CTRL S. Dans mon premier document, vous voyez, j'avais une signature en noir. Là, c'est la couleur complémentaire du rouge, donc c'est un espèce de cyan. Donc très bien, si je veux la voir en noir, je vais dans les propriétés de mon calque. Voilà, si je veux la voir en rouge, je vous ai dit en noir, mais c'est rouge maintenant. Hein. On s'y perd. Sur la deuxième photo, la signature était blanche, elle est devenue rouge. Donc vous voyez, les documents se mettent à jour instantanément du moment que vous enregistrez votre fichier PSB. À l'ouverture des documents, la mise à jour est automatique. Ou bien si vos documents sont ouverts sur l'espace de travail, la mise à jour sera automatique dans ces documents. Voilà l'intérêt des objets dynamiques. J'ai essayé d'être le plus complet possible. C'est pas évident, car le sujet est vaste. Alors les objets dynamiques, vous n'allez pas pouvoir vous en passer. Dans tout montage qui se respecte, vous allez trouver un ou plusieurs objets dynamiques. C'est pour ça qu'il est important de bien comprendre comment tout cela fonctionne et de bien comprendre leur utilité. En résumé, nous avons vu plein de notions au cours de ce tutoriel. Nous avons commencé par voir que les objets dynamiques, ça permet de créer des filtres dynamiques non destructifs, ce qui n'est pas le cas en mode pixel. Et parmi ces filtres dynamiques, j'ai insisté sur le filtre Camera Raw, parce que Camera Raw va étendre les possibilités de Photoshop en intégrant les paramètres de développement de vos photos. Et j'ai montré qu'on pouvait faire très facilement un virage partiel à travers Camera Raw. On a vu qu'on pouvait créer un objet dynamique depuis Lightroom, directement, dans Photoshop. J'ai insisté sur l'intérêt de la copie d'un objet dynamique. On a vu que la copie d'un objet dynamique, ça embarque toutes les propriétés de l'objet dynamique dans sa copie, ce qui fait que les deux copies sont intimement associées et que toute modification de l'une va être répercutée sur l'autre, ce qui n'est pas du tout possible avec des calques en mode pixel. Nous avons vu que redimensionner une image, c'est beaucoup mieux quand elle est transformée en objet dynamique. Là, on peut redimensionner sans aucune perte de qualité. On peut même agrandir l'image plus grande que sa taille d'origine sans perdre la qualité. Tout ceci, c'est dû au mode vectoriel, bien évidemment. Et puis, nous venons de voir la fonctionnalité importer et lier. Cette possibilité nous permet d'utiliser un fichier dynamique dans plusieurs photos et j'ai montré que vous pouviez intégrer votre signature sur toutes vos photos et que toute modification de cette signature sera répercutée automatiquement sur vos photos. Voilà, j'espère que ce long tutoriel vous aura intéressé. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.